Bonjour. Alors, je suis Nelly Corroir, je suis psychologue, je travaille dans mon cabinet libéral dans un endroit hyper connu qui s'appelle l'Abus. Voilà, entre Grenoble et Lyon et en dessous de Voiron. Je suis psychologue cognitivo-comportementale, c'est-à-dire que je travaille avec du concret, qu'on discute ensemble des difficultés. Je travaille principalement en guidance parentale avec les parents. Et puis après, quand les enfants ont grandi, je travaille directement avec les personnes en analyse de situation et en recherche de solutions. Je travaille aussi, je suis formatrice dans les établissements médico-sociaux. Et puis aussi, je fais des diagnostics dans mon cabinet, des bilans d'aide au diagnostic pour les personnes de tous les âges. Du coup, on est là jusqu'à 12h30 pour faire cette présentation sur la scolarité des personnes TED. C'est TSA, pardon. Oh là, j'ai pas corrigé, pardon. C'est vieux, parce qu'effectivement, on a fait la première présentation comme ça en 2003, c'est-à-dire que cette année, il faut que je parle plus fort, d'accord? D'accord. Cette année, c'est notre 18e année qu'on fait cette présentation, et le PowerPoint, il n'a pas beaucoup changé, je mets un petit peu les données à jour, et puis c'est tout. Et voilà. Donc, vraiment, je suis très contente. Il y a toujours beaucoup de monde. L'objectif, c'est qu'on puisse bien travailler ensemble en connaissant bien les particularités et les besoins des personnes de type autistique. Donc, on va d'abord définir l'autisme parce que c'est important. Il faut vraiment tenir compte des caractéristiques des personnes de type autistique, et pour en tenir compte, il faut les connaître. D'abord, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental et la personne naît autiste, elle ne le devient pas. Voilà, ça, c'est important, il faut commencer par là. C'est très important parce que, effectivement, on va voir que l'accompagnement des personnes autistes, c'est tenir compte de leur traitement de l'information. Et on va toujours être attentif à savoir comment ils traitent l'information, quelle est la quantité d'informations qu'ils traitent, que ce soit des informations qui vont être, ça peut être des informations qui vont être agressives, comme les informations sensorielles. Ça peut être aussi des informations qui sont en trop grand nombre, comme quand on se met à parler à 2 ou à 3, ou quand on se met à parler alors qu'il y a du bruit autour. Et puis, effectivement, qui dit traitement de l'information dit fatigue. Et du coup, on va devoir toujours avoir en tête quelle est la quantité d'informations qu'on va demander à la personne de traiter, et surtout, quelle est la quantité qu'elle a traitée depuis le début, parce qu'elle elle peut être vraiment fatiguée. Voilà. Si on voulait définir en 2 mots l'autisme, on pourrait dire que l'autisme, c'est un manque d'intuition sociale. Je pense que si vous vous dites ça, vous avez déjà 80% de la particularité. Manque d'intuition sociale et manque d'intuition tout court. La personne autiste, il y a eu des études qui ont montré ça, c'est vraiment super intéressant. La personne autiste va traiter toutes les informations au même niveau. Tout va passer par le champ de la conscience et la personne va devoir faire le tri des informations. Les personnes ordinaires, elles, vont avoir un traitement de l'information qui est plus intuitif parce que, en fait, le cerveau pré-traite, on va dire, 80% de l'info. 80% de l'information chez les personnes ordinaires est traitée de façon automatique et du coup n'arrive pas dans le champ de la conscience et du coup ne pose pas de problème, du genre l'étiquette sur le pull. D'accord ? Et du coup, c'est comme ça en fait que la personne ordinaire va pouvoir se concentrer sur un seul bruit. Il y a eu des études qui ont montré que la personne pouvait se concentrer sur le bruit de la voix humaine, que le bruit de la voix humaine va prendre le dessus sur le bruit environnemental. Et du coup, la personne ordinaire ne va pas avoir beaucoup d'efforts à faire pour se concentrer dans un cours et pour avoir de l'énergie et aussi pour savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. La personne de type autistique ne va pas avoir ce pré-traitement et du coup va traiter toutes les informations manuellement. Donc du coup, il va y avoir tous les bruits environnementaux, le bruit de la voix humaine. Alors le bruit de la voix humaine, c'est celui de l'enseignant, après, au hasard, puisqu'on est pour parler dans le cadre scolaire.
Mais aussi, ça je le dis souvent quand je fais les interventions dans les classes, les chuchotements des autres élèves. Sachez qu'ils entendent aussi bien les chuchotements que tout le reste, et du coup, ils connaissent la vie de tous les autres élèves dans la classe. Voilà, ça fait, ça surprend toujours les élèves quand je leur dis ça. Et du coup, ce traitement manuel va faire que la personne de type autistique va avoir du mal à savoir ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Voilà. Et ça, voilà. Donc ce manque d'intuition sociale va faire qu'il va y avoir des problèmes de choix, qu'il va y avoir des problèmes de priorité, qu'il va y avoir des problèmes d'initiative. Je ne sais pas quand est-ce que je vais déclencher mon action. Et puis bien sûr, intuition sociale, on s'en doute, difficulté à savoir ce que les gens pensent, quelles sont leurs intentions, savoir effectivement si ce que je lui dis est intéressant ou pas, si je peux continuer à parler, comment démarrer la conversation, comment la finir, etc. etc., etc. Sur un plan scolaire, par exemple, ça va donner faire un résumé. Et ben, en fait, faire un résumé avec que des informations importantes, et ben, on ne sait pas faire, au hasard. Hein, voilà. Dire en 2 mots, décrire en 2 mots une situation, c'est impossible, puisqu'en fait, une situation, elle est pleine de détails, et que tous les détails sont aussi importants les uns que les autres. Donc, en fait, faire une description rapide, etc., tous ces trucs-là, c'est en fait très complexe. Et du coup, on est déjà plongé dans le problème de traitement de l'information, c'est-à-dire avec une personne qui va être submergée par une quantité d'informations qu'elle va devoir traiter manuellement. Et pour ceux qui sont ordinaires dans la salle, j'espère qu'ils imaginent le job que ça fait. Les classifications. Les classifications, on est sur les classifications. Alors, une classification, c'est un document qu'on utilise pour pouvoir poser un diagnostic. On ne va pas faire de vous tous des experts ce matin, mais quand même, on va se référer aux classifications. La classification sur laquelle on se réfère le plus en matière d'autisme, c'est la classification américaine, le DSM-5, 5e édition, le manuel diagnostic des syndromes. Tous ces trucs-là, vous tapez sur Internet, vous trouvez, c'est facile. Le DSM-5, il a un avantage, c'est qu'il est très descriptif, il a quelques définitions, il est très descriptif, quantitatif, et du coup, on ne se trompe pas beaucoup. La CIM 10, la classification internationale des troubles mentaux, 10e édition, qui va devenir la CIM 11 officiellement en janvier 2022, un scoop. Les deux, de toute façon, se rejoignent dans leur description. On a maintenant 2 points principaux pour définir l'autisme, c'est-à-dire le problème d'altération de communication sociale et le tout qui se répète. Alors on y va, on va définir. L'altération de communication sociale ne veut pas dire que la personne autiste ne parle pas. Il y a longtemps, en arrière, on confondait pas mal autisme et mutisme. C'est-à-dire, s'il ne parlait pas, il était autiste, et puis s'il parlait, il n'était certainement pas autiste, puisqu'il parlait. Maintenant, on n'est plus du tout dans ce truc-là. On a compris qu'en fait, on pouvait avoir des gros bavards dans les autistes. Des gros pots de colle aussi, l'image d'Épinal de l'autiste qui est dans sa bulle et qui est isolé, pauvre. Il n'y en a quand même pas beaucoup, et quand il y en a, c'est par échec en fait, c'est parce qu'ils sont en difficulté dans leur relation externe et avec les autres, et du coup, ils vont se protéger. Mais c'est vrai que quand vous mettez à disposition de la personne, elle peut vous apprécier et elle peut vous coller. Vous coller, c'est-à-dire être envahissante. Et du coup, ce n'est pas un problème de communication, c'est-à-dire de savoir parler, c'est plutôt un problème de quantifier, de qualité, en fait, d'accord ? De quantifier combien de temps je vais vous parler, de quoi je vais vous parler, etc., etc. Donc c'est vraiment le problème de communication sociale, d'accord ? Voilà. Altération de la communication sociale, on en a déjà un peu parlé avec le problème d'intuition sociale. Et puis on y reviendra. Le tout qui se répète, c'est-à-dire le répertoire de comportements, d'intérêts et d'activités restreints, répétitifs et stéréotypés, il y a plusieurs points. Dans les différents points, on va avoir un point qu'on connaît pas mal qui s'appelle les intérêts restreints. Les intérêts restreints, c'est
ce sujet génialissime, extraordinaire, que la personne aime explorer à longueur d'heure, de jour, de nuit et de tout ce que vous voulez. On appelle ça un intérêt restreint ou on appelle ça aussi un intérêt focalisé parce qu'il y a des personnes de type autistique qui disent non mais c'est pas restreint du tout. Non, 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 non. La sexualité de l'amour zoophile, c'est pas restreint, c'est focalisé. D'accord ? Voilà. Chez les enfants, chez les petits, les sujets d'intérêt restreint classiques, on a les dinosaures, la météo, les planètes, voilà, on en a autant que vous voulez. Les engins de chantier, les grues, c'est beau ça. Voilà. Tous ces trucs avec des roues. Voilà. Donc ça chez les petits. Après chez les grands, ça peut tomber un petit peu sur tout. Généralement, on va voir des personnes qui ont plus des intérêts, on va dire, littéraires, donc du côté de l'histoire, par exemple, au hasard, et d'autres des sujets plus scientifiques. Et là, tout est possible. Voilà. Ils deviennent experts de leur sujet, fatalement, parce qu'ils s'y entraînent sérieusement, ils absorbent toutes les informations qui sont en rapport avec ça. Là encore, c'est une histoire de fonctionnement du cerveau, hein, c'est-à-dire que la personne de type autistique, elle tombe amoureuse du sujet par simple contact, d'accord, et tout ce qui concerne le sujet l'attire, l'intéresse, lui fait du bien, et elle retient tout en une fois, d'accord. On n'est pas armes égales là-dessus. Si vous voulez en savoir autant, vous allez avoir du mal. Et vraiment, c'est un sujet qui est très, très intéressant. Des fois, il y a des sujets, alors notamment chez les profils filles, des fois, il y a des personnes qui vont avoir comme sujet d'intérêt la connaissance. Et donc, du coup, ils vont absorber un sujet après l'autre. Donc, du coup, c'est plus difficile de détecter le sujet d'intérêt restreint, puisque, en fait, c'est un sujet après l'autre. La personne va absorber un sujet, et quand elle a eu le sentiment qu'il n'y a plus rien de nouveau, et ben en fait, ça va être moins intéressant. Et du coup, elle va passer à un autre sujet. Et c'est naturel et c'est pas du tout commandé. Hein, d'accord ? Il faut qu'on soit au clair. Ce qu'on voit dans les scolarités, c'est que, par exemple, l'enfant qui a commencé avec les dinosaures et les trains ou un truc du genre, dans sa scolarité, je me souviens par exemple très très bien d'un enfant, je crois que ça devait être en CE2 ou CM1, il a appris la Première Guerre mondiale. Il est tombé complètement amoureux. Il ne savait pas que ça existait, ce truc-là. Voilà. Avant, il était dingue du Titanic. Voilà. Et là, la Première Guerre, il m'a dit, mais Nelly, j'ai eu un cours sur la Première Guerre mondiale. Voilà. C'était l'aventure de sa vie. Okay. Et donc, c'est vraiment comme ça, c'est des sujets dont il tombe amoureux. Et du coup, moi, je trouve ça intéressant parce que on est en train de parler de scolarité, d'enseignement, d'apporter des nouveaux sujets aux personnes, et effectivement il faut se dire oui mais allez-y quoi, ne vous limitez pas en disant français mathématiques, non en fait il peut tomber amoureux de n'importe quel sujet, donc allez-y, nourrissez la personne. Ce sujet d'intérêt restreint, c'est le sel de sa vie, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas une personne de type autistique sans son sujet d'intérêt restreint, c'est vraiment ce qui va la réconforter, qui va lui faire du bien. Et en même temps, c'est une drogue. C'est-à-dire que plus la personne va avoir accès à son sujet d'intérêt restreint, plus elle va avoir envie d'y aller, plus elle va avoir envie d'y aller, plus elle va protéger le temps pour y aller, et plus elle va grogner pour protéger ce temps-là. Okay ? Et le sujet d'intérêt restreint peut venir en concurrence de tout, c'est-à-dire des loisirs, certes, mais aussi de l'alimentation et du sommeil. Donc, on est obligé de faire attention et alors quand ils sont tout petits, on les canalise, quand ils sont grands, on leur explique, de canaliser pour qu'ils puissent avoir des temps où il n'y a pas ce sujet d'intérêt restreint et où leur esprit peut être stimulé par autre chose, genre l'école. Voilà. Dans le tout qui se répète, on a aussi les stéréotypies, les mouvements répétitifs. Donc en fait ça peut être des mouvements au niveau du corps en entier, des balancements comme ça, des mouvements avec les bras, voilà. Des fois c'est très très discret, il va y avoir des crispations dans les chaussures, des choses comme ça, des tensions, un truc comme ça.
Tout ça, c'est en fait, c'est très associé comment dire, aux émotions, on va dire comme ça. C'est-à-dire que il va y avoir beaucoup plus de stéréotypies quand la personne va avoir une forte émotion. Que ce soit une émotion qui est positive, c'est rigolo, c'est trop bien. Voilà. Et qu'une émotion négative du genre j'ai eu peur ou je suis très tendue. Ça fait ça ressemble. D'accord. Voilà. Et donc, ça aussi c'est pareil en fait. Bien sûr qu'on peut essayer de canaliser la personne pour que l'expression de ces mouvements soit réservée dans certains lieux, dans certains moments, mais en même temps, il faut se dire que c'est aussi avec forte émotion, et donc du coup, il peut y avoir des balancements pendant la classe, par exemple, etc. Et là, c'est pareil, en fait, il faut doser, c'est-à-dire qu'il faut se dire que quand la personne est en train de se balancer ou qu'elle a des mouvements répétitifs, ou ça peut être aussi des compulsions d'un matériel de façon répétée, il faut se dire que la personne est en train de gérer son stress à ce moment-là, certainement, et donc c'est plutôt un indice pour vous qui accompagnez les personnes. Et du coup, essayer de voir si on peut manipuler l'environnement pour que le stress soit moins important, informer plus la personne, etc. D'accord? Voilà. Ça va? Ah. Est-ce que ça sert à se réassurer? Oui, en fait, ça sert à gérer le stress, en fait. Et effectivement, intérêt restreint, stéréotypie, c'est comme recréer un environnement qu'on connaît bien. Donc ça peut aider. Ça sert aussi à remplir les cartouches d'énergie. Hein. Donc quand ils font ça pendant les récrés, par exemple, ça peut aider à recharger les batteries. C'est... dans le tout qui se répète, je ne sais plus, je le fais de mémoire là comme ça aujourd'hui, les intérêts restreints, les stéréotypies. Ah oui, dans le tout qui se répète, on a introduit aussi une dimension sur la sensorielle, sur les réactions sensorielles. Hyper ou hyporéactivité sensorielle. On a dit qu'on était dans le cadre de l'autisme qui est un trouble neurodéveloppemental et du coup on comprend on est aussi dans un problème de traitement de l'information et toutes les informations sont au même niveau, ok, vous m'avez suivi là, jusque-là, et du coup, en fait, au niveau sensoriel, ça va avoir un impact très très fort, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir se sentir terriblement agressées par des sensations. Tous les sens sont concernés, d'accord? Donc on parle beaucoup du tactile, mais on a aussi l'olfactif, on a aussi l'auditif, bien entendu, hein, on en parle aussi pas mal, notamment dans les écoles. Et tous les sens sont concernés, le gustatif aussi, et il peut y avoir chez la même personne, ça je le dis parce qu'au cas où, chez la même personne on peut avoir de l'hyperréactivité sensorielle et de l'hyporéactivité sensorielle, d'accord? C'est pas incompatible. Parce que souvent les gens ils disent oui mais non, c'est pas normal en fait, mais si en fait, parce que c'est un problème de traitement de l'information. Et en fait, il peut y avoir effectivement de l'hypertraitement d'une information sensorielle, comme il peut y avoir soit une absence de traitement d'une information, comme si elle était ignorée, on va dire comme ça, soit une difficulté de l'interpréter. On le voit par exemple au niveau de la douleur. Alors ça c'est important. Les personnes de type autistique ont souvent un rapport à la douleur qui est très particulier. Ils peuvent ne pas réagir à certaines douleurs, voilà, notamment ce que j'appellerais les douleurs sourdes, qui sont intérieures et qui sont continues, qui sont sourdes. La personne va souvent dire qu'elle a une gêne, mais elle ne va pas identifier ça comme une douleur, du coup comme un indice pour consulter un médecin et être soigné. Donc ça c'est quelque chose de très important, je le dis beaucoup quand je fais les diagnostics aux personnes. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Je ferai au retour de la pause. Du coup, voilà. Et ensuite, au niveau de la douleur, la personne, enfin les enfants notamment, on voit, ils peuvent surréagir dès qu'ils voient une goutte de sang, d'accord, ou quand ils sont tombés ou autre chose. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage. Et du coup, ça va aussi vous dévier des pistes, c'est-à-dire que vous allez vous dire ah mais oui, non, il réagit quand il se coupe, donc je suis tranquille, s'il me dit rien, c'est qu'il a pas mal.
Et en fait, chez les enfants, par exemple, on détecte fréquemment des otites importantes chez le médecin, parce qu'en fait, la personne ne va pas savoir identifier. Voilà. Donc, je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a un seuil de douleur qui n'est pas facilement atteint et qu'il y a aussi un problème d'interprétation de l'information. Donc, ça, c'est important. Au niveau scolaire, quelle est la répercussion de l'hypo et l'hyperréactivité sensorielle? Déjà, sur l'hyper, la personne on a parlé du traitement de l'information, donc être envahie par les bruits, ça va vraiment, ça va créer de la douleur. Hein. Il faut se dire que les hyperréactivités sensorielles provoquent de la douleur, c'est-à-dire qu'au niveau auditif, ça va donner mal comme une otite. D'accord ? Au niveau sensoriel, l'étiquette d'abord va absorber toute l'information, enfin toute l'attention de la personne, mais aussi ça va créer une vraie douleur physique, voilà, sans compter qu'ils peuvent avoir des petits problèmes de peau, etc. Donc une vraie irritation. Et du coup, déjà, la personne va avoir du mal à se concentrer si elle est envahie au niveau sensoriel. Elle va avoir du mal à tout faire, hein. On est d'accord. La personne va avoir du mal, voilà, déjà du mal à se concentrer si elle est dans la noyade, quoi. Donc déjà, ça c'est clair. Mais ça va aussi provoquer de la douleur et ça va aussi provoquer de la fatigue. Donc nous, accompagnants, on doit faire attention à ce genre de données. On doit faire attention à ce que on ait un environnement le plus calme possible. Et puis aussi, par exemple, on va aider la personne, on va en parler en lui disant ce qu'on va faire, dans quel ordre on va le faire, etc., pour qu'elle se prépare aussi personnellement et psychologiquement aux différents événements. Ça va l'aider en fait, quand on va donner un emploi du temps, quand on va donner une trame de cours, etc., ça va aider la personne à s'accrocher dessus comme à une bouée, quoi, et d'arriver à traiter moins d'informations. Sinon, elle est tout le temps en train de se dire, alors là, on est en train de faire ça, mais après, est-ce qu'on va faire ci ou est-ce qu'on va faire ça, etc. Est-ce que le prof va me faire une interro surprise et tout. Et donc, en fait, vous comprenez que tant que la personne est en train de se dire tout ça, elle n'est pas disponible à écouter votre cours. Donc, on fait attention à tout ce traitement de l'information. Et j'en profite pour vous dire qu'il faut faire attention, parce qu'effectivement, on peut avoir des petits enfants qui vont être très réactifs, d'accord, qui vont ça va se voir, qui vont pas bien, quoi, parce que ça saute de partout, ça râle, machin, etc. Mais on peut aussi avoir, plus ils grandissent, et plus on va avoir des personnes qui vont prendre sur elles. Suivant, il y a différents types de profils, et il y a vraiment des profils qui prennent sur eux. Et du coup, ils payent la facture à la maison. C'est-à-dire que l'enseignant ne voit rien de toute la journée. Et quand on va voir l'enseignant en lui disant, vous savez, il a besoin d'un emploi du temps, c'est important pour lui, attention, et puis peut-être qu'il va porter un casque anti-bruit, parce que là, vraiment, il y a beaucoup de bruit, c'est difficile pour lui de se concentrer, etc. On a régulièrement des enseignants qui disent, mais non, mais votre enfant va beaucoup mieux que ça chez moi, vous inquiétez pas, dans ma classe, mais tout va bien. Il dit rien, hein, tu vas bien. Et là, le gamin, il dit oui, d'accord. Et arrivé à la maison, il dit mais non. C'est vraiment, il faut vraiment se dire qu'on va devoir travailler parents professionnels main dans la main, parce qu'en fait, on n'a pas la même version du même enfant dans les deux lieux, en fait. Et c'est vrai que c'est surprenant, il faut que vous le sachiez, les parents, parce que les professeurs aussi, parce que les parents le savent, ils payent la facture avec l'enfant. Mais les profs, il faut que vous le sachiez, c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien, en fait, d'accord ? C'est juste un volcan qui est sur le point d'exploser. Et moi, j'ai des descriptions dans mon cabinet d'explosions, mais dès la sortie, alors là, ça peut se voir encore, dès la sortie du portail de l'école, ou dès l'entrée dans la voiture, en fait. C'est une explosion totale, une colère, ça part dans tous les sens. La personne, elle est comme un hérisson, quoi. Enfin, ça sort dans tous les sens, quoi. Et donc, effectivement, voilà, il faut que vous soyez conscient de ça. Et si les parents vous parlent de cette forte irritabilité du soir, etc., il faut vraiment se dire que c'est lié à la fatigue accumulée, c'est lié à l'adaptation que la personne a dû mettre en place pendant toute la journée.
et que c'est vrai. Voilà, que même si vous ne voyez rien, que la personne est complètement lisse, c'est vrai. Oui. Et sur le long terme, qu'est-ce que ça donne à des enfants qui prennent sur eux tout le temps? Sur le long terme, dans les choses que ça peut produire, notamment pour des personnes qui n'ont pas de suivi, qui n'ont pas eu une identification de leur syndrome, hein, parce qu'on pose des diagnostics un petit peu à tous les âges. Hein, il y a un certain nombre d'enfants qui, le seul diagnostic qu'ils ont, c'est pénible. On va dire comme ça. Hein. Aujourd'hui, je suis politique à la télé, mais voilà. Effectivement, on a un certain nombre de jeunes qui vont un jour, là, du jour au lendemain, la plupart du temps, c'est au moment du collège, dire non. Puis, un non sur lequel on ne peut pas revenir, quoi. Hein. Un non où les parents ils sentent bien qu'ils ont essayé, ils vont essayer de forcer, mais ça ne va pas le faire en fait. Non, non, c'est plus possible pour moi. Non, c'est trop agressif. Non. Voilà. Et on a des j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir parce que c'est l'impression que si je meurs, au moins tout s'arrête, quoi. On arrête d'en jeter toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc on a on va appeler ça des phobies scolaires, on va dire comme ça, des urgences comme ça, des scolarisations d'urgence, des hospitalisations d'urgence aussi. Il y a un certain nombre de diagnostics qui sont posés à cette occasion-là d'ailleurs, pour des jeunes où on ne s'était pas rendu compte à quel point c'était compliqué pour eux. Oui. Bonjour. Je voulais savoir en fait si tous les individus TSA présentaient donc les deux critères, ou est-ce seulement un critère et l'autre critère à un degré différent? Alors, toutes les personnes de type autistique doivent répondre aux critères diagnostiques. Et les deux volets, d'accord ? Après, comme je vous dis, ça peut être, c'est vraiment un travail d'expert, parfois, de comprendre en fait ce qui est en train de se passer et de définir que ça, c'est une réaction hypersensorielle, que ça, en fait, c'est une forme d'intérêt restreint qui est déguisée. Hein. En plus, quand leur intérêt restreint, c'est jouer aux jeux vidéo, comment dire ? Hein, voilà. C'est vrai que, voilà. Alors, s'il y a un indice pour vous, pour arriver à savoir faire le tri entre ceux qui seraient ordinaires et ceux qui ne seraient extraordinaires, on va dire comme ça, c'est l'intensité. C'est-à-dire que les personnes de type autistique sont exactement comme tout le monde, mais beaucoup, beaucoup plus, en fait. Et je me souviens par exemple de parents qui disaient « J'ai arrêté de dire que mon adolescent fait des crises à la maison, parce que tous mes collègues me disaient « Oui, non, mais c'est pareil chez moi. » T'inquiète, voilà. Sauf que les parents ils disaient non mais c'est pas possible quoi. Je crois qu'ils perçoivent pas cette intensité en fait. C'est vraiment beaucoup plus, hein. C'est pas tout un tout petit peu, hein. C'est vraiment très très intense et tout est très intense. Et moi je vois quand je reçois les parents avec les jeunes et que les parents me disent, je sais pas, par exemple, il y a une forte sélectivité alimentaire, ils ne mangent que, je sais pas, le pire que j'ai eu, c'est la croûte du pain de dessus et du jus d'ananas et la croûte des nuggets. Voilà, mangez que ça, gamin. Et quand vous avez des parents qui arrivent en disant ça, en fait, il faut vraiment se dire que si ils donnent ça à leur enfant, c'est parce que c'est la seule chose qu'ils mangent, d'accord ? Et qu'ils n'ont pas le choix, en fait. C'est pas, comment dire, c'est pas une fantaisie, c'est pas, moi de mon temps, les enfants les éduquaient, des trucs du genre, quoi. C'est pas du tout ça, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis c'est vrai que c'est là où le diagnostic, plus il est fait tôt et mieux c'est, parce qu'en fait, on peut détecter les difficultés tôt, arriver à les comprendre, les définir et du coup arriver à aider à les contourner ou à les surmonter. D'accord ? C'est vraiment le projet. Faire un diagnostic, c'est pas juste poser une étiquette. Hein. Des fois, les gens ils disent « Oh, mais pourquoi vous voulez absolument lui poser une étiquette ?» Non, c'est parce qu'on a... franchement, moi, je connais personne qui a super envie d'aller passer ses mercredis après-midi chez le psy, l'orthophoniste, la psychomote et tout ce qui s'ensuit, hein, d'accord ? Parce qu'on sait que les parents font taxi, mais quand même, hein, généralement, ils font taxi pour aller chez les copains. Donc, je connais vraiment personne, ni enfant, ni adulte, qui a super envie d'avoir une étiquette.
Mais par contre, quand ça ne va pas, arriver à comprendre pourquoi, arriver à comprendre le sens de tout ce qu'on voit, et bien ça c'est intéressant. Et accéder à l'information aussi. Hein, c'est-à-dire que poser un diagnostic, ça permet à la personne, à sa famille, d'arriver à définir ses difficultés, d'arriver à les comprendre, hein, comme là on est en train de faire en ce moment, et du coup de pouvoir mieux accompagner la personne, mieux, comment dire, ne pas l'engueuler parce que elle a besoin d'une pause sans personne. Par exemple, c'est l'histoire de on fait un repas de famille et le gamin il a disparu. Mais parce qu'en fait, il y avait trop de bruit, trop de conversations dans tous les sens, une nourriture qu'il ne mange pas d'habitude, etc. Et en fin de compte, à un moment donné, il va falloir... on va passer un petit contrat avec lui en lui disant reste au moins pour l'apéro, puis après, on va accepter quoi, que chacun puisse avoir la part intéressante de cette journée-là. Oui. Alors, je répète au cas où il y en a qui n'aient pas entendu. La question c'est, mais quand on voit ce qu'il fait, comment on fait pour faire le tri entre c'est ordinaire ou il exagère, et il exagère, voilà, est-ce qu'il exagère, est-ce que c'est son diagnostic qui parle, etc. C'est vrai que c'est compliqué. Globalement, en fait, la stratégie qu'on va avoir beaucoup, c'est informer, rassurer, faire de la prévisibilité. La prévisibilité, c'est le maître mot. Ça permet à la personne de se préparer aux situations et du coup de pouvoir les aborder plus sereinement. Globalement, en fait, franchement, quand on voit l'intensité de la réponse quand ça ne va pas, on n'a pas trop de doute sur le problème. Il est passé en 6e, et là, comment dire ? Et là, on a eu de l'agitation, on a eu de l'opposition, je ne veux pas écrire, non, c'est trop difficile, il y en a trop, etc. etc. Et au début, on ne s'est pas méfié. En fait, la première chose qu'on a fait, c'est il faut reprendre le contrat de comportement. C'est-à-dire, on était sur, pas la sanction, mais à dire, voilà, bon, déjà, voilà. Alors, on était plus à se dire, il va falloir qu'on lui trouve une motivation à faire bien. On va dire, ou au moins à se taire s'il ne fait rien, parce que ça mettait un peu le bazar dans le cours, etc. C'était un peu compliqué pour les profs de poser leur autorité. Mais après, je me souviens, on a eu une consultation comme ça, où j'ai dit, voilà, je me revois avec la maman en train de dire, mais en fait, votre enfant, quand il est agité comme ça, c'est qu'il y a des trucs qui ne vont pas, il ne comprend pas en fait. Il a besoin des modes d'emploi. Et du coup, on a demandé aux profs qu'ils lui mettent le plan du cours. Donc, ce qui allait se passer, tout ça, bon, on a allégé l'écriture, on a fait un tas d'adaptations, on est complètement d'accord. Mais en fait, c'est au plan du cours que ça a cédé, le comportement problématique. Parce qu'en fait, le comportement problématique était le reflet de la difficulté de l'enfant. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on pourrait avoir l'impression... Enfin, sur le moment, le comportement problématique, on n'a qu'une envie, c'est de le calmer, quoi. D'accord ? Mais en fait, il faut se dire que c'est un symptôme de difficulté de la personne et qu'il va falloir arriver à comprendre, mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui ? Alors, donc la question c'est comment on fait quand on a un enfant qui est lisse en classe, tout a l'air très bien, du coup on a l'impression qu'il n'a pas besoin d'adaptation et puis du coup il paye la facture le soir à la maison, ça décharge à fond, etc. Donc effectivement les parents vont le dire, vous avez un nouvel outil qui va arriver là, c'est la vidéo d'aujourd'hui, non mais sans rire quoi. C'est-à-dire que le premier outil c'est le diagnostic pour moi, le deuxième outil c'est les professionnels spécialisés, mais si vous habitez au fin fond de la Pampa et que vous avez peut-être internet et vous aurez une vidéo. D'accord ? On ne sait jamais. Mais c'est vrai que j'ai fait aussi une lettre ouverte aux enseignants il y a fort longtemps, qui est sur mon site internet si vous voulez, où j'ai un certain nombre de gens ça leur a permis de comprendre ce genre de difficultés. En fait, c'est l'idée d'être là ensemble aujourd'hui. C'est contre-naturel de se dire que si il est lisse en classe, il a des problèmes. C'est contre-naturel de se dire que s'il a des comportements problématiques, c'est qu'il est en difficulté. Et si on veut pouvoir avoir la bonne attitude,
Ben, il faut d'abord s'informer, il faut d'abord avoir accès à cette information qu'on est en train de faire ce matin. Et du coup, je fais la boucle par rapport au diagnostic. Le diagnostic, il sert à ça. Il sert à avoir accès à l'information, la vraie.